Ce qui fonctionne, on continue à le faire et on continue à le faire plus. Bienvenue dans le 5e épisode de Quel est ton levier. Aujourd'hui, je vous présente Alexis Martel, qui est le cofondateur de l'entreprise Faro. Salut Alexis, tu es cofondateur de l'entreprise Faro. Donc du coup, vous êtes un software, un SaaS B2B comme on peut dire, qui accompagne des entreprises dans leur prospection. Je suis hyper ravi de te recevoir aujourd'hui pour creuser un petit peu avec toi à la fois ce que vous faites, ton parcours et vos stratégies commerciales à vous-même. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour démarrer ? Oui, carrément. Déjà, enchanté d'être là. Donc effectivement, je suis cofondateur de Faro et je travaille essentiellement sur les sujets de revenus. Donc c'est lié à l'acquisition, la partie un peu marketing et puis la partie customer success. Et pour me présenter, j'ai commencé par une première expérience significative qui était chez Aramis Auto. Okay. J'étais directeur du B2B. C'était une boîte très entrepreneuriale dans cette culture-là. Donc, il y avait les fondateurs qui étaient encore à la tête de la société, ce qui m'a donné assez vite envie d'entreprendre, d'arriver à faire ce qu'ils faisaient, globalement. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré l'un de mes associés. Et ce qui nous a fait partir sur Faro, tout simplement. Okay. Parce que Aramis, c'est combien de personnes Alors, à l'époque, quand j'y étais, il y avait un tout petit peu moins de 300 personnes. Je pense que maintenant, ils sont un peu plus. Okay. Mais ouais, une belle grosse start-up. Et toi, du coup, sur le B2B, donc t'allais chercher des clients directement ? Alors, ouais, effectivement, en fait, on achetait des voitures qui étaient trop âgées pour être revendues à des particuliers. Okay. Et on les revendait à des revendeurs B2B okay. Qui eux-mêmes les revendaient à des particuliers. Ok. Et toi, quel est ton rôle exactement dans… Gérer toute la BU, toute la partie achat, okay. toute la partie vente, okay. comme une boîte à l'intérieur d'une boîte. Okay. En fait, tout simplement, donc tous les sujets à l'intérieur. Et tu avais eu de l'expérience dans le domaine ou c'était plus, tu as monté ça Absolument pas. Okay. Aucune expérience dans le domaine, juste à la force des bras, des bras, en bossant, et puis à la fin, on commence à maîtriser le sujet. Ok, génial, comme on les aime. Toujours. Et du coup, donc après, t'es parti en 2019. Je suis parti un peu plus tôt, j'ai fait une première société que j'ai loupée. Okay. Voilà. Mais c'est par bien. contre, il faut. Il faut avoir cette opportunité-là, c'est ce qui fait la différence souvent. Ici, la seconde n'est pas la première. Ce qui m'a appris beaucoup sur les sujets de design, des choses comme ça qui sont vraiment nécessaires aussi côté développement. Et après, en 2019, j'ai commencé à parler du premier sujet de Faro, à partir de 2019. Et comment vous avez développé l'idée en fait de Faro ? On a développé l'idée en la vivant. Donc Bruno, l'un de mes associés, avait une société de BI qui était à destination des e-commerçants et lui-même prospectait et avait des difficultés à créer des ciblages qui étaient vraiment très intéressants pour lui, quoi. Il galérait. Et donc on s'est dit que si lui était en difficulté, il y avait de grandes chances que beaucoup de sociétés le soient. Et ça a été le point de départ. On s'est dit ok, on va essayer de faciliter les choses à la fois pour Bruno et à la fois pour le reste des sociétés. Parce que Bruno, donc ton cofondateur, a un profil très tech, c'est ça ? Ouais, complètement. Ouais. Il a un profil à la fois marketing, stratégie et aussi la partie technique, profil très complet. Et donc si lui était vraiment en difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'étaient. Ouais, carrément. Et donc de là, en fait, vous êtes dit, on s'attaque au sujet vraiment de la prospection. Ouais. C'est vrai que moi, quand je vous ai découvert, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais pu travailler avec des bases de données, les fameuses bases de données que tout le monde achète, B2B, avec les décideurs dans certaines verticales. Et en fait, vous avez complètement… pour moi, tourner le modèle upside down là-dessus, c'est-à-dire que vous avez une base de données mais qui est ultra dynamique, où il y a beaucoup de segments différents, que vous pluguez à pas mal d'outils. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le produit Faro, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Ouais, carrément. Effectivement, reprendre par ce que tu disais, le marché a souvent été opéré par des gens qui envoyaient des grandes bases Excel et qui faisaient payer ça très très cher. Ouais, c'est ça, littéralement, c'est des bases Excel. Des bases Excel souvent obsolètes, mais on se rendait compte que c'était obsolète une fois qu'on avait payé, donc ce qui était un peu triste. Et de l'autre côté, des startups qui manipulaient énormément de fichiers dans tous les sens pour arriver à retrouver des listes de prospects qui les intéressaient. Et on s'est dit que dans 10 ans, ça n'existerait pas comme ça. Et donc, il y avait une place à prendre et on voulait la prendre, tout simplement. Et on a essayé de dessiner un petit peu ce qu'on voyait comme solution dans une dizaine d'années. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Faro. Donc, on est parti vraiment de l'ensemble des données qui étaient nécessaires et on l'a mis à disposition de l'ensemble des sociétés, tout simplement. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes sur vraiment votre différenciation, c'est que les données
vous allez les récolter de manière dynamique sur plein de sources différentes, c'est ça? Exactement. En fait, on part des données légales, ce qui nous donne la vision la plus exhaustive des marchés et des sociétés, et on vient ensuite rajouter d'autres sources de données qui sont assez difficiles à collecter et associer avec cette première source. Donc on ajoute les données qui sont issues des réseaux sociaux pro, on ajoute les données de recrutement, les levées de fonds, les technologies que les sociétés utilisent. Bref, on prend toutes les sources qui pour nous ont un sens au niveau de la prospection et on les met à disposition des personnes. Donc c'est complètement transparent pour les gens. Ils ont l'impression que toutes ces données-là sont collectées, sont disponibles très facilement. En vérité, ça nécessite beaucoup d'ingénierie technique, simplement qu'on leur facilite les choses, qu'ils n'ont pas à le faire par eux-mêmes. Et toi, est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment une recrudescence, on va dire, du besoin de prospection avec toutes ces startups aussi SaaS qui sont créées, ces teams de SDR? J'ai l'impression que c'est devenu vraiment... tu vois, tout ce qui est justement grosse, c'est devenu très centré sur de la prospection, du scrapping à la base, etc. Tu penses que le besoin s'est vraiment développé à ce moment-là? Je pense qu'il s'est développé parce qu'il y a des outils, ce qu'on appelle le sales automation, l'automatisation marketing, qui sont fortement développés avec des coûts qui étaient très faibles. Donc beaucoup de startups, beaucoup de sociétés ont pu les acquérir et il fallait alimenter ces outils parce qu'il fallait créer des opportunités avec des coûts qui étaient très faibles. Et donc il y a eu cet aspect-là de scrapping. Parce que quand vous commencez une société ou quand elle est au départ, faire de l'acquisition, ce qu'on appelle outbound, de prospection à froid, ça reste quand même le moyen le plus efficace. Le moins cher et le plus rapide. Quoi. Le plus rapide. À long terme, il y a la question de contenu qui arrive, mais ce qui est vraiment le jour 1 de la création, il faut aller parler aux gens parce que personne ne connaît. Voilà. Donc je pense que le besoin est arrivé de cette manière, la démocratisation des premiers outils. Et comme il n'y avait pas de solution existante, les sociétés ont créé ces stacks, ces environnements d'outils très complexes à maintenir. Et voilà, c'est ce qui explique en tout cas le développement. Et aujourd'hui, on arrive dans une deuxième phase, une phase 2, dans laquelle les startups se rendent compte que c'est compliqué à maintenir tout ce qu'elles ont créé. C'est compliqué véritablement à mettre en place. Et les autres sociétés, les sociétés plus traditionnelles, se disent qu'elles sont en train d'un peu louper le coche parce qu'elles n'ont pas cette acquisition de prospection à froid. Elles ne savent pas comment faire. Elles n'ont pas les moyens techniques de créer ces listes. Et donc, c'est là où Faro est pertinent, tout simplement. Il y a deux sujets sur lesquels je voulais te poser des questions. Le premier, c'est sur la partie structuration de l'équipe, justement. Tu parlais de cette phase 2 où, au final, c'est effectivement très difficile. Moi, pour l'avoir tenté, de l'internaliser, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est plein de compétences différentes, que ce soit du copywriting, de l'ingénierie, du scrapping, du mailing. Il y a une stack hyper complète à mettre en place et surtout à cleaner, à refaire, à challenger, à itérer. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure organisation par rapport à ces sujets-là? Est-ce que c'est de l'interne, de l'externe? Est-ce que c'est de l'hybride? Je pense que ça dépend effectivement des compétences qu'on a en interne. Il faut avoir des compétences sur la partie segmentation. Il faut être capable d'avoir quelqu'un qui sait qui sont les prospects potentiels, arriver à les reconnaître. Ça, c'est une première typologie de personnes, très analytique. Il y a une deuxième typologie de personnes qui est du copywriting, qualité d'écriture, de rédaction. Les deux personnes-là peuvent être identiques. On a certains profils, le fameux mouton à 5 pattes, qui va être capable de gérer à la fois les deux sujets. Mais la plupart du temps, c'est quand même deux profils qui sont assez différents. L'écriture de campagne, c'est différent de la segmentation. Analytique pour le premier. Donc data analyst quelque part en fait. Ouais, un profil assez data analyst pour le départ et le deuxième qui est presque un profil un peu littéraire, qui a une manipulation des mots qui est beaucoup plus forte, profil beaucoup plus marketing dans l'esprit. Passer par de l'externe, je pense que c'est nécessaire au départ. Ça peut être une voie quand on n'a pas les compétences en interne pour monter très vite sur ces sujets-là et être capable de gagner du temps tout simplement. Parce que là, le profil analytique, oui, mais derrière, il faut quand même plugger des outils. Tu vois, gérer ça. Est-ce que c'est ce profil-là qui le fait dans ce cas-là? Généralement, c'est le profil-là qui le fait. Ou alors, les sociétés justement utilisent des solutions comme Faro qui permettent effectivement de se passer de cette complexité technique et d'être capable avec un profil moins technique de gérer ces solutions-là, de gérer ces enjeux. Ok. Et la deuxième question, c'était par rapport à la gestion des données, parce qu'en fait, moi, je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on a le droit de démarcher sur un fichier, sur des données qu'on a eues en ligne ou pas? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on en est en fait? Déjà, il y a une première différenciation entre la partie B2C et la partie B2B. Dans la partie B2C, vous n'avez pas le droit de démarcher. Voilà, c'est clair, net et précis. La CNIL est très claire là-dessus. Sur la partie B2B, vous avez le droit de démarcher à partir du moment où il y a un intérêt légitime. Donc, il faut que votre prestation, votre service, votre produit puisse plaire, en tout cas puisse être intéressant pour la personne à qui vous écrivez. Parce qu'il n'est pas rare de recevoir des emails, même en B2B, où
la personne nous dit... Non, c'est des erreurs de segmentation, ou alors de manipulation de mauvais outils, ou alors on s'est trompé, mais ça peut arriver. En tout cas, au départ, la première règle pour respecter justement cette prospection à froid, c'est d'avoir un intérêt légitime pour la personne qui est contactée. Une fois qu'on a ça, tout simplement, il faut simplement respecter quelques autres règles, qui est de permettre aux gens de pouvoir sortir des séquences, sortir de ces campagnes, et on est complètement dans les clous. En tout cas, la CNIL n'interdit pas la prospection B2B, et je ne crois pas que ce soit près d'être le cas. Et heureusement, ouais, bien sûr, heureusement, c'est quasiment 30 à 50% de l'acquisition des sociétés globalement. Donc, le reste près la moitié Le reste est en inbound ou Le reste étant de l'inbound pour la plupart des sociétés qu'on voit, l'inbound, et puis à l'intérieur avec des sujets de contenu, des sujets de notoriété. Mais on retrouve quasiment un tiers à chaque fois. Une société établie, on retrouve toujours à peu près un tiers d'outbound qui génère les opportunités. Et est-ce que c'est les meilleures opportunités en outbound ? Tout simplement, en outbound, les opportunités qu'on génère, c'est les opportunités qu'on a choisies. C'est très différent de la partie contenu, où on va avoir des opportunités qu'on va devoir aussi requalifier. On a, je pense, beaucoup plus d'opportunités et à l'intérieur des opportunités très qualifiées sur le contenu. Mais sur la partie outbound, c'est uniquement que les personnes à qui vous avez écrit. Donc, celles qui sont arrivées, elles sont très dépendantes de votre ciblage. Donc, si votre ciblage est efficace, les qualités des opportunités seront vraiment très fortes. Un autre point également sur l'outbound, c'est que ça permet également de mapper un compte et d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement finalement. Ouais, carrément. On peut apprendre beaucoup d'informations sur la société en amont et derrière ensuite pouvoir, dans une étape peut-être même 3, cumuler à la fois des pratiques qui sont d'outbound, de prospection, avec du contenu et du contenu qu'on dédie en fonction des critères, des caractéristiques qu'on a identifiées. Et c'est là où vous êtes très fort au final parce que on va dire le SDR classique a peut-être un travail facilité et mâché avec vous. Vous avez X data points en plus qu'il n'a même pas besoin de demander finalement à son prospect. Ouais, carrément. La plupart du temps, dans ces jobs de SDR, même de commerciaux dans beaucoup de sociétés, on leur demande d'aller chercher un petit peu d'informations sur LinkedIn, un petit peu d'informations sur Google. Enfin, bref, ils se retrouvent avec énormément d'étapes très fastidieuses qui leur prennent beaucoup de temps. C'est quasiment 30 à 40% de leur temps qui est sur cette récolte d'informations. Et nous, on leur permet tout de suite d'accéder à ces informations. Donc, ils cherchent Junto sur la plateforme, ils ont tout de suite une vraie caractéristique, ils peuvent comprendre les recrutements qui sont en cours, les dernières levées, les personnes à l'intérieur, ceux qui gèrent les sujets. Bref, c'est un gain de temps massif et ça leur permet de se concentrer beaucoup plus sur leur démarche commerciale. Et du coup, donc, si on va un peu plus dans votre stratégie de croissance, aujourd'hui, sur quelle typologie de clients vous êtes les plus pertinents quelle est la vision de développement produit par rapport à là où vous en êtes ? Historiquement, on a été très pertinent pour toutes les TPE, PME. Et le produit évoluant de jour en jour, on commence à remonter de plus en plus la chaîne et à avoir des sociétés qui sont plutôt des ETI, voire même certains grands groupes. Mais la pierre angulaire, enfin le cœur du moteur de l'acquisition de Faro, ça a été vraiment les TPE, PME, parce qu'on leur simplifiait vraiment ce travail-là. Il n'y avait pas du tout de compétences techniques, il n'y a aucun savoir-faire technique pour utiliser Faro. Donc on a été extrêmement intéressant pour ces sociétés. Voilà. Et typiquement, est-ce que c'est des sociétés de services ou tout type de société vraiment On a eu tout type de sociétés avec des focus très forts sur ce qu'on peut appeler des ESN, et des cabinets de recrutement, beaucoup de sociétés qui au départ avaient des besoins de prospection constants. C'est aussi une dominante qui est présente et qu'on voit évoluer, c'est que historiquement les gens prospectaient pendant un mois, ils obtenaient leur lead pour les 6 prochains mois, ils arrêtaient de prospecter. Et on voit que ça évolue. Donc ces ESN, ces cabinets de recrutement, eux avaient déjà cette évolution ancrée en elles, mais les autres sociétés sont en train d'évoluer pour dire finalement la prospection c'est plutôt une activité constante que je ne dois pas couper et dans laquelle je dois avoir des leads qui arrivent continuellement. Donc en fait tu dirais que pour des sociétés qui ont aussi peut-être un peu moins de MRR, mais plus de one-shot ou de repeat, ils ont un besoin forcément de prospection beaucoup plus fort, parce qu'ils ont continuellement besoin d'abreuver leurs équipes commerciales qui sont potentiellement plus importantes également, pour aller générer leur croissance. Ouais, carrément. Tous ceux qui ont des gros marchés avec effectivement des besoins constants sur la prospection, là, des solutions des solutions liées à la prospection commerciale vont être particulièrement pertinentes. C'est vraiment nécessaire. Et vous, comment vous trouvez vos clients actuellement ? Faro, on a toujours été premier client de Faro. Je le conseille à tout le monde d'être client de son produit parce que ça permet de comprendre les limites avant les autres. Et il y a toujours des limites à son produit, même après 15 ans. Donc on a toujours été client et on a commencé une campagne outbound depuis Faro en faisant des campagnes très très courtes, très très petites
très segmenté pour arriver à vraiment avoir le discours le plus spécifique possible. Je pense que c'est ça aussi le gros changement qui est présent, c'est que historiquement les gens voulaient beaucoup d'opportunités. C'était de la masse. Voilà, de la masse très impatient. Donc une volonté de dire je vais avoir 200 leads en contactant 200 000 personnes, ça fonctionne plus. C'est bien que ça fonctionne plus, c'est une bonne chose. Et donc il faut créer plutôt des petites campagnes de manière répétée, et c'est exactement ce que nous on fait. On s'applique nos méthodes en tout cas directement dans Pharo. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres sur qu'est-ce qu'une bonne segmentation, combien il y a de contacts dedans par exemple? Est-ce que je pense en fait si moi j'essaie de pas dépasser les 200 personnes dans une campagne. Ah oui, donc c'est vraiment serré quand même. C'est vraiment serré mais constant. C'est vraiment serré, mais vous pouvez faire plusieurs campagnes en même temps. Simplement, vous avez des segmentations. Ça ne signifie pas que vous devez juste contacter 200 personnes dans la semaine, mais juste chaque liste, chaque campagne que vous faites, elle doit être plutôt dirigée autour de 200 personnes. Sur ces 200 personnes, si vous avez bien segmenté, vous aurez le discours qui sera le plus spécifique possible. Et plus vous serez spécifique, plus vous aurez de taux de réponse, plus vous développerez de la curiosité. Le taux de réponse à combien sur les 200 Moi, je vais toujours viser, on va dire pour une campagne, vraiment si j'ai extrêmement bien ciblé ma campagne, je vais arriver entre 25 et 30% de réponse. Mais globalement, si déjà on a plus de 10% de réponses positives, j'entends, à sa campagne, bon bah là on est sur. Donc là, c'est juste techniquement, c'est y compris les réponses auto ou pas? Alors, j'écarte les réponses auto. C'est vraiment 10%. Donc, sur une campagne à 200, il faut viser entre 15 et 20 leads qui vont arriver. Donc c'est quand même des gros taux de réponse. C'est des gros taux de réponse. On ne les obtient pas tout de suite. Mais en revanche, il faut les viser continuellement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui nous oblige à progresser sur la segmentation et à progresser sur l'écriture, à être de plus en plus spécifique. Voilà. Et typiquement, donc, après, ça pose la question un peu de la limite on va dire justement de cette cohorte de personnes, enfin de cette liste de personnes. C'est pas trop limitant en fait d'être. Non, je pense pas, parce qu'en fait, ensuite, on peut reprendre ses prospects. Contacter une personne signifie pas et qui ne répond pas, par exemple, signifie pas que vous la contacterez plus dans l'ensemble de la carrière de la société, mais plutôt qu'il va falloir ensuite déterminer des événements un peu stratégiques, des moments particuliers que vit la société et qui seront des nouveaux prétextes pour pouvoir initier la prospection. Ça peut être des recrutements, des levées de fonds, des augmentations de capital social, bref, des événements qui sont vraiment très stratégiques pour la société et qui permettront cette… Et ça, on peut le voir avec Pharo facilement. Bien sûr, c'est simplement des filtres à utiliser très simples. Donc dans les listes qui sont déjà été contactées, on peut voir, ok, bon bah là il y a une levée de fonds. Exactement. Et reprendre contact du coup. Et reprendre contact avec cette personne. Et ça se passe dans le CRM là ou dans l'outil Pharo? Alors pour le moment ça se passe dans l'outil de Pharo et par la suite je pense que l'histoire se passera dans le CRM. Bien sûr. Ok, hyper intéressant. Et du coup, donc, petite liste, taux d'ouverture au-dessus de 10, mais plus à 20 si possible. Alors, taux de réponse, pardon. Taux de réponse, taux d'ouverture, je conseille un peu plus que 10. 50, non? Alors, il faut, 50, c'est vraiment, 50, c'est si vous dépassez un petit peu ce volume de 200 et que vous prenez un peu plus de risques, ce qui peut arriver à des moments, il ne faut pas non plus être sectaire, mais si vous avez une liste entre 200 et 400 personnes, vous pouvez viser entre 50 et 60%, voilà, globalement. Si vous avez une liste qui est en dessous, il faut plutôt viser entre 70 et 80%. Mais le taux d'ouverture… c'est énorme. Ouais, mais le taux d'ouverture, il est déterminé par deux choses, c'est votre configuration et la qualité de votre objet. C'est des choses qui sont assez faciles à régler, en vérité. Et la qualité des données que vous obtenez, évidemment. Si vous avez ces trois critères qui sont présents, faites le 70%, vous allez l'obtenir assez facilement. Il n'y aura pas de souci. Et donc ça, ce serait vraiment vraiment là, quel est le poste de la personne qui gérait ça en interne avec votre outil? C'est la fondateur Alors pour les petites sociétés, petites structures, on va dire sur une TPE, c'est plutôt un poste de fondateur. Et dès qu'on passe sur une partie PME, donc PME plus traditionnelle, ça va être un poste de responsable marketing avec une dominante sur la prospection à froid. Et sur des sociétés plus digitalisées, on va quasiment appeler ce poste un poste de grosse à l'intérieur. Et quelques postes qu'on appelle des postes de sales ops, c'est-à-dire des gens qui sont en soutien des commerciaux et qui vont générer des listes pour justement les commerciaux. Donc il y a les trois typologies, mais ça dépend vraiment du degré de digitalisation d'une société. Et donc là, vous développez très vite au sein de ces sociétés. Quelle est un peu la prochaine étape en termes d'outils et de vision produit
sur la vision produit, notre prochaine étape, c'est d'arriver à faire comprendre. La première chose, c'est qu'on a compris que les gens n'étaient pas forcément au courant de qui sont leurs clients. Et ça paraît. C'est dur, ouais, de savoir. Ouais, exactement. Savoir et dire aux gens, ces sociétés-là sont vos clients, en fait. Et qui sont pas, en fait, aussi. Et qui sont pas les clients, voilà. Qui sont les personnes que vous ne devez jamais contacter parce que ça ne marche pas. Et cette analyse-là, elle est très peu faite parce qu'elle est difficile techniquement, parce que tout simplement, il faut réunir à la fois des données qui viennent du CRM et à la fois des données qui viennent du marché. Et cette combinaison des deux sources de données, aujourd'hui, elle n'est pas disponible. Et donc, ça va être le prochain rôle de Faro, c'est de faire cette réconciliation entre les deux pour dire, voilà, les sociétés qui ne marchent pas, celles qui fonctionnent, et on te conseille plutôt celles-ci. Vous donnez directement la vision en vous pluguant au CRM. Ouais. Qui sont réellement vos clients, quoi, leurs caractéristiques concrètes. Quoi. Exactement, et je pense que c'est une mécanique qui sera complètement vertueuse parce que ça permettra encore une réduction des volumes, tout simplement, et ça protégera aussi les utilisateurs qui ne sont pas concernés par les campagnes et avec des taux de réponse qui continuellement seront de plus en plus élevés. Quoi. Okay. Et ça permettra aussi aux gens de dépasser simplement cet aspect. Aujourd'hui, le métier est souvent sur la création de listes et on oublie les autres étapes qui sont beaucoup plus humaines justement sur l'écriture. Donner toute la vision sur les données, ça permet aux gens justement de se concentrer sur les activités qui sont plus intellectuelles. Sur l'écriture, sur la proposition, sur la segmentation, la proposition de valeur qu'on fait par rapport à ces segments. Exactement. Ce qui va nous différencier en termes d'offres par rapport à quelqu'un d'autre. 100% d'accord. Ces éléments-là, ouais. Et l'analyse. L'analyse, parce que envoyer des campagnes, c'est bien, mais il faut regarder aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en sortie. Et ce travail-là, il est des fois un petit peu mâché parce que la création de listes avant Faro prenait beaucoup de temps. Et donc, toi, est-ce que tu penses que, toi, à ton niveau, tu as beaucoup d'éducation à faire, entre guillemets, auprès de vos clients pour qu'ils utilisent bien Faro? Est-ce que c'est un enjeu, vous, de développement si je creuse un peu plus dans la partie SaaS, comment faire croître un SaaS? Est-ce qu'il y a beaucoup de ça également, du coup, pour qu'on utilise bien votre produit, finalement? Bien sûr. En fait, nous, quand j'y repense, pour moi, on est à peu près la même chose qu'un CRM au départ du CRM. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas vraiment à quoi ça servait un CRM, sauf certaines sociétés qui ont compris assez vite qu'il fallait avoir une bonne gestion de ses prospects et de ses clients. Et on est un petit peu sur le même sujet sur la partie prospection. Donc, il faut avoir ce rôle d'éducation, déjà pour venir faire arrêter les mauvaises pratiques de volume et dire aux gens qu'ils ont besoin d'avoir cette vision de qui sont leurs clients et qui sont leurs prospects de la manière la plus segmentée possible. Donc on a un gros travail d'éducation et ce travail d'éducation, il est principalement fait sur les sociétés qui sont plus traditionnelles. Sur les sociétés plus digitalisées, le discours est assez passé, elles le comprennent beaucoup plus facilement. Ok. Et du coup, donc, vous êtes développé aussi via votre outil en tant que premier client. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois ton développement uniquement via l'outbound ou est-ce que vous mettez en place d'autres leviers pour vous développer et quelle est ta vision de ça? Non, je pense qu'il faut… L'idée générale, c'est que les canaux se complètent. Donc aujourd'hui, l'outbound permet d'avoir des leads qui sont vraiment très, très segmentés. Mais il faut aussi qu'on puisse développer d'autres canaux d'acquisition pour réduire cette part de l'outbound. Et pour ça, on mise aussi beaucoup sur la partie contenu, sur la partie notoriété, qui vont mécaniquement faire réduire la part de l'outbound. Et c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire dans l'acquisition. Donc là, tu regardes quel levier en priorité pour vous? Vraiment, les premiers qu'on a fait, c'était beaucoup de création de posts sur LinkedIn qui fonctionnent très très bien, vraiment, et qui se marient très très bien avec une acquisition outbound parce que plus vous êtes connu, plus les gens vous voient, tout simplement, plus la mécanique sur vos campagnes aussi elle fonctionne parce que vous n'êtes pas inconnu, vous n'arrivez pas inconnu dans les boîtes email. Ça c'est un point intéressant que tu fais, c'est qu'en fait ça augmente également les taux indirectement parce que en fait vous n'arrivez pas avec le pied dans la porte sans être connu, vous avez déjà fait des impressions, etc. quoi. Ça fonctionne dans les deux sens en plus, c'est une campagne LinkedIn peut être envoyée ou une campagne email peut être envoyée à un moment et ensuite au moment d'un post, si cette personne est à l'intérieur de votre réseau, ça va faire écho à la difficulté qu'elle est en train de vivre et c'est le post qui va déclencher ou derrière, le post est arrivé à un moment et puis la campagne est arrivée 2 mois plus tard et la personne se souvient du post. Donc il y a deux mécaniques qui sont présents. C'est très compliqué de pouvoir avoir le vrai mécanisme d'attribution entre les deux, mais on se rend compte que les deux sont nécessaires et que les deux s'améliorent. Et donc derrière, ajouter encore une dynamique de contenu, à la fois par la création d'articles ou par la création de vidéos, de contenus qui sont créatifs, on va dire. Ça renforce la performance sur le reste, quoi. Mais vous êtes aussi encore dans un stade vraiment de forte croissance, de démarrage au final. Parce que, moi, j'ai reconnu votre produit, j'ai connu votre produit il y a peu de temps, mais je pense que vous êtes encore sur cette phase de développement de notoriété sur le marché et j'espère que vous allez être beaucoup plus connu parce que véritablement, vous avez une super solution. Mais comment, sur cette phase-là, forcément, t'arbitres quand même toujours, t'es encore en train d'arbitrer la performance
ton CAC par client, quel est ton meilleur canal, etc. Tu peux pas encore te dire, bon, bah, je vais en télé ou je fais des campagnes YouTube très, tu vois, genre très brand, etc. Comment est-ce que tu budgètes le truc? Est-ce que tu te dis, bon, bah, je mets X par mois ou tu regardes vraiment un CAC et tu te dis, bah, à ce CAC-là, je scale à fond, mais souvent, ce qui est quand même limitant. Enfin, comment vous faites De notre côté, on n'a pas une énorme réflexion sur la partie coût d'acquisition. Okay. C'est pas encore arrivé jusque-là. Ce qu'on se dit, tout simplement, c'est qu'on essaie de faire exactement ce qu'on faisait. Ce qui fonctionne, on continue à le faire et on continue à le faire plus. Ouais, mieux. Mieux. Et en revanche, on réfléchit toujours à notre acquisition sur ce qu'elle sera dans 6 mois. En gros, tous les efforts que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui paiera dans 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps sur la partie SEO. On est encore incapable de dire exactement comment ça va nous rapporter. On sait que ça va nous rapporter, c'est nécessaire, et que si on ne le fait pas maintenant, on subira les effets dans 6 mois. Donc tous les sujets qui sont liés au contenu sont des sujets qui se préparent beaucoup en amont. Enfin, on ne peut pas espérer les résultats le mois d'après, à la différence de la haute bande. Et est-ce que tu peux me dire 2 mots un peu sur votre vision levée de fonds, développement, parce que il me semble que vous avez quand même, donc vous avez levé des fonds récemment, mais vous l'avez fait entre guillemets pour moi dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que vous aviez déjà quand même beaucoup de clients, un produit installé. Est-ce que vous voyez ça d'une manière plus vraiment à vous aider avec ce qu'il faut au bon moment qu'un modèle de développement, on va dire, à tout prix? Ouais, on cherchait pas. En fait, on a une société qui était rentable et une société qui avait un premier product market fit vraiment, et c'était important pour nous d'arriver sur ces 2 critères-là avant d'aller vers la levée. D'être tiré par le revenu. C'est bien de pouvoir se le permettre aussi parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent pas. C'est nécessaire, je pense. C'est nécessaire en tout cas pour pouvoir justement aussi lever dans des bonnes conditions. Ça, c'est hyper important. Et donc nous, sur la partie levée de fonds, ce qu'on est allé chercher, c'était énormément des compétences. En fait, on savait qu'il y a des sujets sur lesquels on était plus léger. En interne, on a on va dire des compétences, effectivement, qui sont représentées par les associés et premiers salariés, mais il y a des sujets sur lesquels on veut prendre des raccourcis. Donc, aller vers des personnes capables de nous conseiller pour aller plus vite. On ne cherchait pas une levée de fonds avec tout de suite, on va dire, un catalyseur très fort où on va mettre énormément d'argent et puis l'acquisition va faire x20 et puis ensuite on pleurera un tout petit peu plus tard sur le coût d'acquisition qu'on aura. On cherchait vraiment à plutôt travailler avec une croissance qui soit beaucoup plus saine. Donc ça a été un gros moteur. Ce que je remarque, c'est que vous êtes aussi, de par votre métier, vous êtes aussi très data-driven, donc vous regardez aussi beaucoup vos KPIs en fait produits sur lequel, tout le temps. Pour nous, il y a des critères qui sont hyper importants, c'est le taux d'utilisation à la semaine. Donc ça, il faut qu'on le regarde, à la fois sur les gens qui sont en essai et les gens qui sont en payant. On est très tableau de bord. Ça ne signifie pas que toutes nos décisions sont tirées par la partie données, mais en revanche, on est toujours informé sur ces données. Il y a vraiment cette distinction qui est présente et je pense qu'il faut l'avoir assez vite. Mais la partie revenu, tirer le revenu, faire en sorte que votre produit puisse déclencher l'achat chez la personne, je pense que c'est le meilleur indicateur de la réussite plus tard d'une startup. Donc en fait, tu es vraiment dans la mouvance product-led growth finalement, et te dire plus ton produit est sticky et plaît, plus tu vends, plus tu as une rétention, plus tu crois avec ton client au final. Ouais, il y a même un équilibre entre les deux. Il y a, je trouve, product-led growth et sales-led growth. En fait, où à des moments, le revenu vient tirer, le produit n'est pas forcément au niveau. Ça arrive, il y a des étapes dans lesquelles vous allez devoir continuer à progresser pour aller chercher des nouveaux clients, parce que vous n'êtes pas capable de répondre à leurs problématiques. Et là, il va falloir que la partie revenu protège un petit peu la société, qu'elle continue à faire croître la société en attendant que le produit soit au niveau. Et donc, il y a les deux mécaniques. Et il y a un moment où la partie product est un petit peu en avance de phase et les sales doivent rattraper ce retard. Après, est-ce que tu penses que ton produit doit répondre à tous les use cases? Non. Surtout au départ, dans notre cas, on a un produit qui est assez complexe dans le sens où il y a à la fois une partie outil et à la fois une question de données. Donc on est vraiment sur deux sujets différents. Donc il y a de l'UX et il y a de la donnée. Donc c'est impossible de répondre à tout le monde en même temps. Dans une vision 15 ans, 20 ans peut-être, mais au départ c'est impossible. Je conseille vraiment de se centraliser sur certaines problématiques, certains cas d'usage et essayer d'y répondre de la manière la plus complète possible en tout cas. Mais à quel moment tu arrives à te dire ok, mon produit là est limité, enfin j'arrive un peu à un roadblock, c'est quoi? C'est que tu vois tes données d'utilisation qui
quel KPI tu te dis bon bah là on stagne un peu, faut qu'on soit meilleur sur le produit, tu vois. Enfin, Ouais. c'est pas évident de mettre Non, le bien doigt sûr. là-dessus, quoi. En fait, c'est justement par rapport au sujet que tu t'évoquais, on analyse les gens qui sont des prospects chez nous et on les analyse aussi en fonction de leur effectif, en fonction de leur secteur. Ok. Et puis on comprend que sur certains effectifs ou certains secteurs, on a des taux de transfo qui sont élevés et sur d'autres on est plus en baisse. Ok. Donc on sait que sur ces secteurs-là, il y a des difficultés structurelles. Ok. Donc quand il y a ces difficultés structurelles, c'est qu'il faut qu'on aille améliorer les Ok. choses. Donc taux de transformation des démos en payant essentiellement et l'analyse sur les critères de société. Donc je prends un exemple sur une industrie, tu vois, ok, Ouais. taux de transformation très bas sur votre produit, Ouais. on n'a peut-être pas une proposition de valeur Exactement. qui est adaptée. Et Exactement. donc là, mais là, vous avez aussi une décision stratégique à vous dire, ok, là, peut-être que ce segment-là, bon, c'est pas la prio. En revanche, je suis là, ouais, on est mauvais, on doit améliorer notre produit pour répondre, je sais pas, sur la finance ou C'est que ça. sais-je. C'est ça, exactement. Mais ça permet vraiment une prise de décision intelligente, puisque même si s'il y a des secteurs sur lesquels le taux de transfert est très faible, déjà, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas, Ouais. est-ce que c'est la vocation de la société d'y aller ou pas. Là où il y a des taux de transfert qui sont élevés, l'acquisition, le revenu doit dire ok, il faut que je continue très fortement. C'est là où le revenu va protéger la partie produit très forte et tout simplement faire gagner du temps en fait à la société. Donc là, c'est des points que vous avez chaque semaine sur ces sujets-là ou chaque mois C'est chaque mois, chaque mois. sur cette vision qui est un tout petit peu plus, avec un niveau un peu plus élevé en termes de hauteur, ça va plutôt être en mensuel là-dessus. Ok. Ouais. Bah écoute, en tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait jusque-là. Merci beaucoup. Et puis, je recommande fortement Faro, qu'on utilise également. Et voilà, hâte de voir ce que vous sortez. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Et on se retrouve sur le prochain épisode.